Salut les mecs. Alors aujourd'hui on va parler de Hercule, le film d'animation Disney de 97 et de sa vision, on va dire très personnelle, de la mythologie grecque. Puisque oui, là on va pas faire semblant, Hercule, c'est clairement pas un documentaire historique. Le film ne cherche même pas à être fidèle à la mythologie grecque à proprement parler, il prend des libertés, parfois énormes, parfois absurdes, souvent volontaires. Il le fait avec un ton léger, un style cartoon, des chansons gospel qui claquent et une bonne grosse couche de on s'en fout, c'est fun. Mais même si le film n'a jamais vraiment prétendu respecter les récits d'origine grecque en question, eh bien c'est justement ce qui rend le truc intéressant à décortiquer, parce que à côté des libertés que le film prend, eh bien il y a aussi des morceaux de mythologie authentiques, parfois bien planqués, parfois modifiés et parfois carrément inversés. Et donc l'idée dans cette vidéo, c'est pas juste de râler en mode c'est pas comme dans le vrai mythe, mais plutôt de s'amuser à comparer, à soulever, à examiner point par point ce que Disney a gardé, ce que Disney a transformé et surtout ce que Disney a complètement fait passer à la trappe. Alors bien sûr, je suis quand même le mec le plus aigri du YouTube français, donc forcément, je vais verser ma haine, ma bile et mon seum sur ce film. Bon bah attendez, c'est un peu normal, je veux dire, vous êtes quand même sur la chaîne Yaginalyse. Il fallait pas s'attendre à autre chose, les amis, donc sans plus attendre, c'est parti. Alors, déjà, avant toute chose, on va planter le décor. Donc évidemment, le film d'animation Hercule se passe durant la Grèce antique, là-dessus il n'y a pas de souci, d'ailleurs la narration en voix off nous le dit très bien, mais le premier problème c'est lorsqu'on nous donne le nom du protagoniste principal de cette histoire, et le problème c'est que son nom c'est pas Héraclès, c'est Hercule, et instantanément on arrive au premier cratère mythologique du film d'animation, puisque oui, le problème de Hercule c'est que c'est la version latine du personnage, c'est son nom version romain, voilà, celle que les Romains justement ont recyclée comme une vieille série Netflix. Et là, vu qu'on parle de dieux grecs, de divinités grecques, avec les noms grecs de tout le monde, c'est-à-dire Zeus, Héra, Hadès, bah c'est comme si tu mets du ketchup sur une moussaka. En fait, ça n'a pas grand-chose à foutre là. C'est-à-dire que si Hercule s'appelle Hercule et non pas Héraclès, alors dans ce cas-là, pourquoi appeler Zeus Zeus ? Pourquoi ne pas l'appeler Jupiter, justement ? Ça n'a strictement aucun sens. Hadès, Pluton, et voilà, Arès, Mars, et ainsi de suite. Là, clairement, ça ne fait pas sens. Et d'ailleurs, justement, en parlant de choses qui ne font pas sens, on continue directement avec les muses. Les muses, on nous les montre dès le début du film. C'est elles qui se chargent de la narration. C'est une espèce de girl band gospel, et à la limite, pourquoi pas. C'est une réécriture, c'est une espèce de revision de la mythologie. Je trouve ça original et sympathique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Par contre, ce que je trouve moins sympathique, c'est qu'elles sont 5, les muses. Et le problème, c'est qu'à la base, elles sont 9. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe ? On a perdu 4 muses en cours de route, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'elles sont parties faire de la figuration dans Fantasia ? Parce que, encore une fois, elles sont 9 à la base, chacune spécialisée dans un art bien particulier. Il y en a une qui se focus sur la poésie épique, une qui est experte en astronomie, une sur la danse, une sur la comédie, la tragédie, bref. Là, il s'agit d'un véritable comité artistique, sauf que là, eh bien, on dirait qu'on a fusionné toutes les autres en une espèce de chœur de backup gospel qu'on ne voit jamais. C'est un peu bête, on va dire. Ensuite, et autre petit souci, c'est que directement, la narration, donc prise en charge par les 5 muses, nous raconte donc la guerre des dieux contre les titans. Voilà, et on voit effectivement Zeus qui leur balance de la foudre comme s'il faisait un karaoké pyrotechnique, et qui, tout seul, en mode gigachat de l'Olympe, terrasse les titans. Sauf que, dans la mythologie de base, c'est pas vrai, il n'a rien fait tout seul. Dans le mythe original, Zeus n'aurait pas gagné sans libérer les Cyclopes, les mêmes qui lui ont forgé ses éclairs, donc un minimum de respect, s'il vous plaît, ainsi que les Hécatonchires, ces géants aux 100 bras qui balancent des montagnes comme des frisbees. Et en plus de tout ça, Zeus a également recruté ses propres frères, en trompant d'ailleurs son père Chronos, qui les avait tous bouffés, le menant à les recracher, afin qu'il puisse venir l'aider. Et d'ailleurs, à cette petite équipe, faudra pas oublier d'y rajouter quelques titans rebelles. Donc l'image de Zeus en mode mec tout seul qui défonce les titans sans l'aide de personne, c'est aussi crédible que si on nous disait qu'Achille avait gagné la guerre de Troie tout seul avec une tapette à mouche. Donc clairement, ça ne fait pas sens, les amis. Et au-delà de ça, l'entrée du Tartare, donc la prison des titans, n'est pas gardée par une porte en éclair. C'est pas une boîte de nuit. En fait, le Tartare est seulement gardé par Campé, une créature qui ferait passer Cerbère pour un chiot. En fait, c'est vraiment pas n'importe qui. D'ailleurs, plus tard, elle sera remplacée par les Hécatonchires, encore eux, qui garderont le Tartare. Et encore une fois, ils sont totalement oubliés dans ce film. Bon.
On continue, et là on va passer à, on va dire peut-être l'une des pires incohérences et l'un des plus gros changements de ce film, bah c'est Hera. Parce que oui, dans le film, Hera nous est présentée comme la gentille maman d'Hercule. Sauf que non, hein, non. Pas du tout, les amis. Puisque dans la mythologie, Héraclès n'est pas le fils de Héra, mais il est bien le fils d'Alcmène. Donc là, il s'agit d'une humaine, et donc forcément, bah oui, il est né d'une énième tromperie de Zeus. Et donc Héra passera sa vie, jalouse comme elle est, à tenter de le tuer, le Héraclès, en balançant des serpents dans son berceau, en lui donnant des crises de folie, bref. Dans le film, t'as un peu l'impression qu'il y a une espèce d'inversion de caractère entre Héra et Hadès. Hadès, d'ailleurs, censé être neutre, mais on en parlera un peu plus tard, devient le méchant de service, tandis que la vraie méchante du mythe de base, c'est-à-dire Hera, devient Maman Poule. Donc voilà, moi j'ai pas tout à fait compris, pour être tout à fait honnête. Et autre chose d'ailleurs que j'ai pas compris, c'est que là, Narcisse nous est présenté comme une divinité. On le voit faire le beau devant un miroir pour la blague, hein, je suppose évidemment, mais le problème c'est que c'est pas un dieu du tout, Narcisse, hein, c'est un mortel comme les autres. D'ailleurs, bah, justement, il est mort en se noyant, après s'être admiré peut-être un peu trop longtemps, au-dessus d'une rivière, donc j'ai envie de dire oui. Bon, on passe à la suite et on voit Zeus, très content donc d'avoir un fils. Et justement, il décide de lui offrir donc un petit Pégase, hein, en le créant à partir de nuages et de brumes. Sauf que bah non, en fait, on en parlera plus tard, c'est pas comme ça que Pégase naît. À la base, Pégase sort littéralement du cou tranché de Méduse, après que Persée lui ait fait sauter la tête. Donc oui, c'est glauque, mais bon, c'est de la mythologie grecque, pas mon petit poney. Ensuite, on enchaîne avec le bad guy officiel du film, c'est-à-dire Hadès. Ici, relooké en manager infernal au bord du burn-out. Donc effectivement, son character design est vraiment sympa, hein. Cheveux en feu, punchline en rafale et ambition de coup d'état. En vrai, c'est presque dommage qu'il soit aussi fun, parce que dans la mythologie, Hadès aurait plutôt mérité un Oscar de la neutralité molle. Puisque oui, dans les mythes grecs, Hadès, bah, il est pas spécialement méchant en fait. C'est pas un ange non plus, mais c'est pas le diable en costard noir. C'est le type qui fait son boulot, ni plus ni moins. Il gère les morts, point barre. Pas de plan machiavélique, pas de coup d'état contre l'Olympe, pas de brainstorming démoniaque en mode comment dominer le monde en 18 ans, et il ne contrôle pas non plus les flammes, hein. Il n'a pas de cheveux de feu, encore une fois, c'est Pharaon, c'est pas le fils des âges farouches. D'ailleurs, la divinité des flammes, bah c'est pas Hadès, c'est Héphaïstos. Donc bon, ah, voilà quoi. D'autant plus que le truc le plus méchant que Hadès n'a jamais fait dans la mythologie, bah, c'est de kidnapper Perséphone et de l'avoir trompé avec Manté. Et même là encore, ce ne sont que des versions différentes du mythe, qui ne sont pas tout à fait à 100% dans le canon mythologique. En vrai, et on aura l'occasion d'en reparler, Hadès a même été super sympa dans certains mythes. Et ce qui est vraiment absurde, c'est que la seule vraie tentative de putsch, de coup d'état dans la mythologie, bah c'est Héra, encore une fois, qui l'a tenté, avec l'aide de Poséidon et Athéna. Et Hadès, d'ailleurs, ne faisait pas partie du tout de ce petit groupe de mutins. Donc oui, la même Hera qui, dans le film, est en train de chouchouter Hercule comme si elle était le présidente de son fan club, ben en réalité, c'est pas ça du tout. Donc, la suite, Hadès n'est pas forcément content de la manière dont il est traité par les autres divinités et décide effectivement de rentrer aux enfers. Et là, on voit donc ces deux mascottes, ces deux petits faire-valoir, Peine et Panique. Et là encore, on ne sait pas vraiment ce que c'est censé être exactement. Est-ce que c'est des démons? Est-ce que c'est des gremlins? C'est un espèce de duo comique façon Laurel et Hardy, mais bon, après une lobotomie, pas certain de savoir ce que c'est en réalité. Ce qui est certain, c'est qu'il n'existe pas dans la mythologie, et à la rigueur, on aurait pu croire peut-être à une réinterprétation un peu débile de Démos et Phobos, les enfants d'Arès, dieux respectifs de la terreur et de la panique, donc forcément Peine et Panique, on pourrait se dire que c'est peut-être une référence, sauf que ces deux-là sont censés être des cavaliers guerriers, hein, pas des serviteurs de Hadès, qui balancent des gags de dessins animés du dimanche matin. Imaginez les fils d'Arès, guerriers redoutables, réincarnés en larbin de dessins animés. C'est comme si on prenait Attila le 1 pour jouer le rôle du chat O'Malley dans les Aristochats. Bon, clairement, ça ne fait pas sens. Et donc Hadès a rendez-vous avec les moires, c'est-à-dire les fileuses du destin, Colosso, Lachésis et Atropos, qui sont devenues ici une sorte de trinité de sorcières recyclées d'Halloween, qui partagent un seul œil. Sauf qu'encore une fois, non. C'est pas les moires dans la mythologie grecque de base qui partagent un œil, ce sont les grées. Les trois vieilles dans l'histoire de Persée. Elles partagent aussi une dent, hein, pour ceux que ça intéresse, et les moires, elles, font un vrai boulot syndiqué. Une tisse le fil de ta vie, l'autre mesure combien tu vas en chier et pendant combien de temps, et la dernière coupe quand t'as assez souffert. Alors oui, elles sont flippantes, et elles font le café niveau storytelling, mais encore une fois, les moires de base n'ont jamais fait de près de lentilles de contact entre elles. Hein. Ici, Disney fusionne les deux groupes, c'est-à-dire les moires et les grées,
Comme si on pouvait mélanger le service de pédiatrie et les pompes funèbres pour optimiser les coûts. Et d'autre part, je trouve ça con qu'Hadès n'ait pas essayé de faire chanter les moires en leur subtilisant leur œil afin de les obliger à lui dire tout ce dont il a besoin, au lieu de les supplier de coopérer et de les draguer en tsum tsum. Et je dis ça justement parce que c'est exactement comme ça que Persée a procédé pour arnaquer les grès. Donc bon, j'ai envie de dire, si c'est pour mélanger les grès et les moires, autant mélanger jusqu'au bout. Et donc, les moires acceptent de voir dans le futur de Hadès et lui disent que dans 18 ans, il y aura une espèce d'apparition des portes du Tartare par alignement des planètes, bref. Là encore, c'est de la science-fiction made in cartoon. L'alignement des planètes censé permettre d'ouvrir les portes du Tartare et de libérer les titans, c'est joli graphiquement, c'est même assez badass, mais dans la vraie mythologie, bah ça a zéro occurrence, nada, rien du tout les amis, wellou. Les titans sont enfermés dans le Tartare et ils y restent, hein. Qu'Uranus s'aligne ou qu'il se gratte, ça ne change rien du tout. Et puis, autre détail, les portes du Tartare sont toujours censées être là. Elles ne sont pas conditionnées par une alchimie cosmique de niveau astrologue TikTok. Elles sont toujours là à la base, les portes du Tartare, elles sont juste surveillées. Et qui les garde, bah je l'ai déjà dit, c'est soit camper, soit les hécatonchires. Encore une fois. Et donc on apprend que le plan d'Hadès pour faire son petit putsch, pour renverser Zeus et l'Olympe, c'est de libérer les titans, afin qu'ils puissent aller dépoter Zeus à sa place. Mais ça n'a aucun sens. C'est ce qu'on appelle de la schizophrénie scénaristique, on va pas se mentir, parce que Hadès, encore une fois, dans le mythe, bah il est du côté de Zeus, hein, pendant la titanomachie, c'est-à-dire la guerre contre les titans. Il combat les titans. Il les envoie au Tartare, il déteste Chronos, d'ailleurs pour une raison très simple, puisque Chronos, son père, l'a bouffé littéralement, en mode Shirashi Somo Avocat, et c'est grâce à Zeus d'ailleurs qu'il a survécu à ça. C'est Zeus qui a obligé Chronos à recracher Hadès. Donc imaginez le mec qui a failli se faire digérer, se dire 2000 ans plus tard que « Ah bah tiens, et si je libérais mon daron cannibale pour renverser mon frangin ?» Je veux dire, on a vu des plans débiles, mais là c'est du sabotage freudien de très haut level. Aussi, les moires ont effectivement prédit que Hercule sauverait l'Olympe, mais dans la mythologie, ce n'est pas de Hadès qu'il est censé sauver l'Olympe, mais bien des géants de Gaïa, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon allez, on va rentrer dans le vif du sujet, la naissance du petit Hercule, le bébé le plus musclé de toute la crèche olympienne. Dans le film, il est mignon, c'est un bébé tout droit, sorti d'un rayon de soleil, adopté par des paysans simples, et gentil, avec un petit pendentif doré pour pimenter l'intrigue. Mais dans la vraie mythologie, bah ça se passe pas exactement comme ça, encore une fois. Je le répète, dans la version originale, Hercule n'est pas né de Zeus et Héra, je l'ai déjà dit, mais de Zeus et Alcmène, donc une simple mortelle. Et donc là on se pose la question, comment Zeus a-t-il séduit la dame ? Bah en fait c'est très simple, il a pris l'apparence de son mari Amphitryon pendant qu'il était hors de la maison. Et donc oui, effectivement, on appelle ça un V mythologique, mais bon, à l'époque c'était mardi pour Zeus, hein. Il n'était pas à son premier rodéo, le coquin. Résultat, Héraclès naît demi-dieu malgré lui. Et encore une fois, contrairement au film où elle distribue des câlins et des sourires de maman comblée, Héra passe littéralement son temps dans la mythologie de base à essayer de buter Héraclès. La première tentative, j'en ai déjà parlé, 2 serpents envoyés dans son berceau, sauf que dans le film d'animation, ces serpents sont maintenant des larbins de Hadès, c'est-à-dire Pen et Panique, déguisés façon agent secret de Looney Tunes, sauf que dans la mythologie, c'est des vrais serpents, hein. Et le petit Héraclès leur pète les vertèbres à main nue. Version nourrisson MMA. Disney, bien sûr, nous montre une version tout public, hein, où il les balance au plafond façon Baby Hulk, ce qui est à moitié crédible. Sauf que, dans la mythologie de base, il les tue vraiment, hein, on va pas déconner. Quoi qu'il en soit, Pen et Panique survivent. Et vu qu'ils ont peur des représailles d'Hadès, parce qu'à la base, je vous l'ai pas dit, leur mission, que leur a confié effectivement Hadès, c'était de faire boire une espèce de potion de mortalité au petit Hercule, le rendre mortel et ensuite de le tuer. Bon, clairement, ça n'a pas marché. Mais étant donné qu'ils veulent pas se prendre le courroux d'Hadès, ils décident de ne pas le prévenir, effectivement, que le petit Hercule est encore vivant. Sauf que ça n'a aucun sens, puisque Hadès, c'est quand même la divinité des enfers, et il sait automatiquement quand une âme va dans l'au-delà. Ce qui veut dire qu'il devrait savoir que le petit Hercule est toujours vivant, et c'est donc littéralement la pire chose sur laquelle tu peux essayer de le mytho, en fait. D'ailleurs, en parlant de la potion de mortalité, c'est du bullshit concentré à 100%. Donc encore une fois, je le répète, Hadès, dans le film d'animation, envoie ces 2 abrutis de sbires donner une potion magique à Hercule pour le rendre mortel, et ensuite, de se débarrasser de lui. Parce que oui, hein, on nous sort une espèce de flacon magique façon mix entre du sirop pour la toux et une liqueur divine, mais attention, faut boire jusqu'à la dernière goutte, sinon ça ne marche pas vraiment. Alors oui, évidemment, la magie fonctionne comme une ordonnance de Doliprane, sauf que dans la mythologie, il n'y a aucune potion qui peut rendre un mortel divin. Ce n'est pas possible, en fait. Bon, effectivement, je crois qu'il y a du nectar et de l'ambroisie qui, dans certaines versions, peut rendre des mortels immortels, mais là, il n'est pas question de ça, là, maintenant, donc bon, c'est un peu bizarre.
Ensuite, on avance, Alcmène et Amphitryon retrouvent Hercule, le petit Hercule avec un médaillon marqué du symbole des dieux, comme si l'Olympe avait un service de gravure et d'étiquetage de rejetons divins, sauf que dans le mythe, il n'y a pas de pendentif, pas de marque déposée Zeus trademark, mais au moins, on garde Amphitryon et Alcmène comme parents adoptifs, et ça, c'est un point pour Disney, hein, donc voilà. Donc voilà, ils peuvent récupérer une petite étoile sur le tableau des approximations. Mais là encore, il y a un souci. Où est passé Iphiclès? Parce que dans le mythe, Héraclès a un demi-frère. Iphiclès, donc, le fils légitime d'Amphitryon et Alcmène. Donc oui, ils sont jumeaux, mais pas du même père. Sauf que dans le film, Iphiclès a disparu. Rayé du scénario, peut-être qu'il s'est réincarné en chèvre ou en figurant muet, allez savoir. Peut-être parce que gérer deux bébés dans un même scénario, c'est déjà trop pour Disney. Peu importe. Donc bébé Hercule se retrouve chez les mortels. Zeus et les dieux de l'Olympe sont paniqués et décident de partir à sa recherche de manière totalement vaine et infructueuse. Cela étant dit, je parle de ça pourquoi? Parce qu'on voit Arès sur son chariot, et le problème c'est que ce même chariot est tiré par des chiens volants. Sauf que c'est faux, parce que dans la mythologie de base, le chariot d'Arès est tiré par 4 chevaux volants cracheurs de flammes. C'est en détail, mais il fallait quand même que je le dise. Ensuite, petite ellipse d'une dizaine d'années, on voit Hercule, cette fois à l'âge d'adolescent, rejeté par la communauté des humains, puisqu'il détruit des trucs par accident, il est super fort, hein. Il fait peur aux gens avec sa force totalement incontrôlable, et résultat, les habitants de la ville de Thèbes le traitent comme un monstre. Le type est littéralement mis à l'écart, traité de monstre, et se retrouve à prier pour être normal. Sauf que, dans le mythe de base, encore une fois, Héraclès est très très bien considéré dès sa petite enfance. Il utilise sa force pour protéger les villageois de bêtes sauvages, genre des lions ou même d'autres félins à crocs acérés. Et donc Héraclès c'est pas du tout un danger public, c'est le capitaine de la sécurité civile de la région. Les gens le remercient, le célèbrent et probablement lui offrent des vins et des esclaves. Ce qui était l'époque, malheureusement. Et donc ok, il avait effectivement du mal à contrôler sa force, et d'ailleurs il en est même venu à tuer accidentellement son prof de musique, ce qui est on va dire assez tragique, mais ça s'arrête là. Donc ce délire de Héraclès doit prouver sa valeur aux humains avant de prouver sa valeur à l'Olympe, c'est du bullshit total, sauce morale hollywoodienne. Parce que dans le mythe, c'est plutôt l'inverse. Le but d'Héraclès, c'est qu'il doit se prouver à lui-même et aux autres divinités qu'il mérite d'être pardonné. Vous allez dire pardonné de quoi? On va en parler. Mais avant ça, il y a quand même une scène assez lunaire, on voit donc Zeus s'incarner dans une espèce de statue à son effigie, et donc il en profite pour annoncer à Hercule qu'il est son père. Ce qui est clairement un grand moment de n'importe quoi cosmique. Déjà, Hercule, là, semble découvrir ça comme une révélation choc, alors que dans le mythe, Héraclès a toujours su qui était son daron. Et c'est bien pour ça d'ailleurs qu'il est respecté partout où il passe, à part par Héra évidemment, mais elle, c'est un autre dossier, donc on en a déjà parlé. Ensuite, Hercule part du principe que si Zeus est son père, ça fait de lui automatiquement une divinité. Bon, clairement, c'est faux, mais c'est d'autant plus faux que, Zeus a eu, on va dire, 1 ou 2 autres enfants. 1 ou 2 autres petits bambins qui eux aussi ne sont pas des dieux. Donc voilà, je vais vous faire la petite liste, mais vous inquiétez pas, ça va être très très rapide parce que Zeus n'a pas eu beaucoup d'enfants. Bon, déjà on va commencer avec Persée. Ensuite, on passe directement à Éaque, à Minos, à Rhadamante, à Sarpédon, à Hélène, à Pollux, à Pirithous, à Cytus, à Iarbas, à Iason, à Myrmidon, à Zétos, à Amphion, à Tantale, à Hémation, à Épaphos. Et je vais m'arrêter là parce que j'ai quand même un peu de respect pour votre temps. Donc voilà, Héraclès est loin d'être le seul enfant non divin de Zeus, donc t'inquiète pas frérot, tu peux commencer à faire la queue. Et autre chose complètement stupide d'ailleurs, cette fois c'est Zeus qui le dit, il affirme à son fils Hercule qu'il peut redevenir une divinité s'il prouve qu'il est un vrai héros. Mais encore une fois, ça n'a aucun sens. Le statut divin ne s'obtient pas comme un badge Pokémon, les amis. Et encore une fois, dans la vraie mythologie grecque, Hercule ne cherche pas du tout à devenir une divinité. Il réalise ses exploits, ses 12 travaux, comme punition pour avoir tué sa femme et ses enfants dans un accès de folie provoqué par Héra. Donc oui, c'est pas très sympa. Et ensuite, il deviendra une divinité après sa mort, et c'est un cadeau offert par les dieux comme lot de consolation pour une vie passée à suer sang et larmes. Mais bon, Hercule décide donc de devenir un vrai héros, et donc forcément, s'il veut devenir un héros, il lui faut un coach. Et c'est là où effectivement, le personnage de Phil, alias Philoctète, rentre en jeu. Donc Phil c'est qui? C'est un coach bourru aux pieds fourchus, qui balance des punchlines entre 2 héros. C'est un mélange entre Mickey, le coach de Rocky, et Panoramix sous amphétamine. Mais au niveau mythologique, c'est du gloubi-boulga pur sucre. Parce que le film nous présente Philoctète comme étant le formateur de tous les plus grands héros de Grèce. Le mec prétend avoir entraîné Achille, Thésée, Persée, Ulysse, Jason, bref, on dirait LinkedIn, mais version mythologique. Sauf que non, en fait.
le Philoctète de la mythologie n'a entraîné personne en fait. C'est pas un mentor, c'est juste un archer, certes valeureux, mais secondaire dans les mythes. Son seul fait de gloire, c'est d'avoir hérité de l'arc d'Héraclès, après l'avoir aidé à mourir. Hein. Donc voilà, encore une fois, assez sympa comme ambiance. Il combat ensuite à Troie, mais arrive en retard, avec une blessure au pied et une attitude de Jean-Claude Duss. Donc clairement, il n'y a pas de quoi la raconter. Parce qu'en fait, celui qu'on devrait voir dans ce rôle, c'est Chiron. C'est un centaure sage, immortel, ultra cultivé, médecin, astronome, philosophe, coach parental et parfois livreur Uber Eats à ses heures perdues. Et lui, il a réellement entraîné Héraclès, Achille, Jason, Thésée et bien d'autres. Mais dans le film, on ne voit pas de centaure. Enfin, si on en voit un, mais c'est pas Chiron, d'ailleurs on en parlera hein, de l'autre centaure. Bref, on nous file à la place une espèce de satyre grincheux, accro aux nymphes. C'est un savant mélange entre Pan, donc le dieu des bois assez lubrique, et un entraîneur de boxe mal rasé. Donc là, encore une fois, on comprend pas là où Disney voulait en venir. Parce que là, finalement, ce Philoctète version Disney, c'est littéralement une créature hybride mythologique. C'est une fusion entre le rôle de Chiron, le corps de Pan, le nom de Philoctète, et un coach mythologique qui n'a jamais existé. Donc vraiment, j'ai pas compris. Et juste avant de continuer sur le sujet Philoctète, j'aimerais juste reparler de Pégase, ce cheval mal livré, parce que clairement, il n'y a pas de sens. Alors, encore une fois, Pégase, on l'a déjà dit, ne vient absolument pas de Zeus, mais de Méduse, décapitée par Persée. C'est pas un cheval céleste né d'un nuage, mais bien un résidu traumatique d'une décapitation divine. Ensuite, Héraclès ne l'a jamais monté, jamais. Pégase est associé à Bellérophon, un autre héros grec, qui l'utilise pour aller vaincre la chimère, d'ailleurs une autre bestiole oubliée du film. Soit dit en passant. Et même ce duo se finit assez mal. Bellérophon essaie de voler jusqu'à l'Olympe et Zeus le fait tomber. Et Pégase, au final, finira au service des dieux. Donc là encore, Disney se sert dans le bac de jouets mythologiques comme un gamin sous acide. En mode, oh tiens, cheval volant, c'est très bien, mais vous savez quoi, il ira très bien avec Hercule, hein, on s'en fout. Sauf que, non, moi je m'en fous pas, enfin je trouve ça un peu stupide, pour être tout à fait honnête avec vous. Bon, on revient à Philoctète, qui présente un peu ses anciens exploits à Hercule. Et là, clairement, c'est le festival de la connerie. Donc, Hercule rentre chez Philoctète et se cogne la tête contre une espèce de bûche, voilà, suspendue au plafond. Phil lui dira effectivement que c'est ce qui reste de l'Argo, le bateau des Argonautes, le bateau des Argonautes, de Jason, de Médée, de Orphée et toute l'équipe. Et donc il y avoir aidé à le construire, ou y avoir participé, j'ai pas tout à fait compris. Sauf que bien évidemment, c'est un problème, parce que l'Argo n'est pas censé exister à ce stade de la timeline mythologique. D'ailleurs, c'est tellement du n'importe quoi que Héraclès était censé être à bord de l'Argo. Donc s'il l'a construite avec Phil, et que Phil l'a formée, on part sur une incohérence spatio-temporelle de niveau Avengers Endgame. Puisque là, Hercule vient tout juste de rencontrer Phil. Mais pourtant, d'après Phil, il a construit l'Argo avec Jason et tout ça, il y a plus ou moins entre 5 et 10 ans. Enfin, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Enfin, dans un passé plus ou moins éloigné. Mais c'est loin d'être la seule connerie, il y a encore beaucoup de choses à dire sur cette séquence, puisque Phil, juste après, se plaindra de ses anciens élèves. Comme quoi, effectivement, c'est un peu un coach raté, parce qu'aucun des héros qu'il a entraîné lui-même n'a jamais fait grand-chose, finalement. Il dira que Persée était trop vantard, que Thésée était une diva, que Achille est un gros fragile qui a perdu la vie dès qu'on a effleuré sa cheville, et il ose même dire que Persée l'a déçu. Donc là, évidemment, là, il y a problème. Il y a très gros problème, Phil, parce que là par contre, tu vas commencer par te calmer. Là on parle effectivement de Persée, le mec qui a tué Méduse, qui a sauvé sa mère, qui a libéré Andromède d'un kraken géant, et qui a fini roi avec une famille stable et pas trop de drame ensuite. Et donc là on se pose la question, mon petit filou, si Persée t'a déçu, j'ai bien envie de voir ton niveau d'exigence, on dirait le mien quand je regarde un animé. Je veux dire, tu veux un mec qui fait quoi? Qui invente la démocratie en jonglant avec des titans? Pareil pour ce qu'il dit sur Ulysse. Encore une fois, la guerre de Troie ne s'est pas encore passée, en tout cas selon le canon mythologique. Idem pour Achille, puisque l'Iliade est censée se passer après les 12 travaux d'Hercule. Pour Thésée, Phil dit qu'il s'est fait battre par le Minotaure, mais c'est faux. Thésée l'a bel et bien tué par étranglement arrière à la Khabib Nurmagomedov. Par contre, ok, sa fin a été tragique, ok, mais il a bel et bien tué le Minotaure, Là-dessus, tu peux pas lui en vouloir, il a fait son job. Par la suite, Phil dit qu'il aimerait entraîner le plus grand des héros afin que les dieux affichent son portrait dans le ciel, donc une constellation à son effigie. Sauf que, apparemment, Phil n'a pas reçu le mail, parce que Persée a eu droit à une constellation. Le même Persée d'ailleurs que Phil affirme avoir entraîné, donc voilà. À croire que Phil a le seum contre Persée, j'ai pas tout à fait compris. D'ailleurs, en parlant de Persée, Phil, juste après, se moquera d'Hercule lorsqu'il lui révèle qu'il est le fils de Zeus, considérant que c'est une histoire à dormir debout, pas crédible le moins du monde, mais encore une fois, il y a un souci, les amis, parce que Phil est censé avoir entraîné Persée. Je veux pas me répéter, mais bon, c'est un peu problématique, parce que Persée est lui aussi un des fils de Zeus, donc pourquoi cette soudaine suspension d'incrédulité? Parce que c'est pas comme si ce serait la première fois que ça arrivait à Phil d'entraîner un enfant de Zeus. Bref,
Le bilan de tout ça, c'est que non seulement Neji avait raison, mais Persée aussi, manifestement, avait raison. Donc là, vous l'aurez compris, là, cette séquence, c'est littéralement un melting pot de persos mythologiques dans un blender mal refermé. On prend des morceaux de mentor, on saupoudre d'humour, on balance des références croisées, et on finit avec un personnage qui n'a de mythologique que l'apparence de sa pilosité nasale. Donc Phil accepte d'entraîner Hercule, et donc on part effectivement sur une chanson sympathique, mais, cela étant dit, avant que notre cher Hercule devienne une superstar de la Grèce antique à coups de pectoraux gonflables et de combats sur fond de gospel, bah il y a une scène majeure à remettre à sa vraie place. La rencontre entre Hercule et Mégara et son combat contre Nessus. Et là, attention, car dans le mythe, c'est pas une simple scène d'intro mignonne avec un centaure pervers, là c'est le début de la fin. Parce que, encore une fois, dans le film d'animation, Nessus est présenté comme une brute épaisse qui tente d'enlever Meg, donc Mégara pour les intimes, donc Mégara, et se prend dans la tête un combo Hercule plus caillou volant. Donc c'est simple, c'est efficace, c'est Disney. Mais en vrai, dans la mythologie, eh bien, Nessus est un centaure rusé, dangereux et crucial dans le mythe d'Hercule. Il n'apparaît qu'à la toute fin de la vie d'Héraclès, pas au début. Donc bien après que notre héros ait terminé ses 12 travaux, qui s'est remarié avec Déjanire, donc pas Mégara, et traverse un fleuve. Ça se passe bien après le prime d'Héraclès, les amis. Nessus propose de porter Déjanire sur son dos, tente de la V, carrément, et Héraclès lui envoie une flèche trempée dans le sang de l'hydre. Donc mortel, hein. Hydre que Hercule n'a pas encore combattu dans la chronologie du film Disney. D'ailleurs, donc ça fait encore moins de sens. Mais avant de mourir, ce petit enfoiré de Nessus chuchotera à Déjanire que son sang est une potion d'amour afin de garder son mari fidèle. Et elle le croit, et plus tard, quand elle pense qu'Héraclès la trompe, elle lui fait porter une tunique imbibée du sang de Nessus, qui est ultra nocif et ça le brûle vivant. Et donc malheureusement, Héraclès mourra juste après. Moralité, Nessus tue Héraclès après sa propre mort, en mode revanche à retardement, et donc c'est clairement pas un simple sbire de niveau 1. Ensuite on passe à Mégara, donc dans le film d'animation, Mégara c'est un peu la bad girl au cœur brisé, qui bosse pour Hadès parce qu'elle a vendu son âme pour sauver un ex, c'est un peu ingrat, et on est censé s'attacher à elle parce qu'elle a de la répartie, des hanches relativement larges et une robe fendue, et très jolie, hein. En ce qui concerne le chara-design, y a pas de souci, mais dans le mythe, Mégara c'est censé être la première femme d'Héraclès, hein. Il l'épouse après avoir libéré Thèbes d'un envahisseur, hein, du nom de Erginus pour ceux que ça intéresse. Donc il l'aime, elle l'aime, et tout va bien, jusqu'à que Héra rende Héraclès complètement fou, et après une crise psychotique divine, eh bien, Héraclès massacre Mégara et ses enfants, oui, donc toute sa famille, hein. Et c'est ce meurtre involontaire mais atroce qui le pousse à consulter l'oracle de Delphes qui lui prescrit les 12 travaux comme pénitence. Et donc cette romance du « Oh non, je suis une femme brisée mais forte » qui va apprendre à aimer à nouveau grâce à ce gentil demi-dieu, bah c'est non en fait. C'est une version Disney du mythe d'Hercule aseptisée à l'adoucissement émotionnel. Et attention, dans le film, non seulement Meg est toujours en vie à la fin du film, mais en plus Hercule renonce à la divinité pour rester avec elle, alors que, encore une fois, ça se passe pas comme ça dans le mythe. Elle est censée donc, comme je l'ai dit, mourir dans l'acte 1, massacrée par son mari quand même, ça met une sacrée ambiance, et à la fin, Héraclès n'est plus avec Meg, mais avec Hébé, déesse de la jeunesse éternelle, une fois devenue dieu, hein, sur l'Olympe après sa mort à cause du sang de Nessus. Et Mégara, à ce stade-là du mythe d'Héraclès, bah, ce n'est jamais plus qu'un simple souvenir lointain et sanglant. Et donc, au final, c'est un problème d'ordre. Le film nous montre d'abord Meg et Nessus, ensuite la confrontation entre Hercule et l'Hydre, puis le montage 0 à héros, comme si cette scène était un prélude léger à la montée en gloire d'un héros tout neuf. Sauf que, déjà Meg est sa première femme, et elle est censée mourir dans le drame fondateur du mythe d'Hercule. Nessus est l'élément déclencheur de sa propre mort bien après sa gloire, donc en réalité c'est à la fin de la vie d'Héraclès, et 0 à héros, c'est un raccourci paresseux qui efface tout le traumatisme, toute la dette morale qu'Héraclès porte, mais encore une fois, on va parler de cette chanson peu après dans la vidéo. Parce que justement, après cette rencontre entre Hercule et Mégara, il y a la séquence avec l'hydre de Lerne, et on va en parler. Évidemment, la scène du film d'animation est juste spectaculaire. On voit une gorge lugubre, une ambiance gothico-violacée, et Hercule qui se bat contre une hydre géante. C'est censé être son premier gros exploit, entre guillemets, la scène qui le fait passer de mec musclé mais sans plus, à sauveur officiel de Thèbes. Mais niveau fidélité mythologique, bah on est entre le karaoké scénaristique et le fan-film fait sous acide. Parce que déjà, erreur numéro 1, l'hydre ne vit pas dans une gorge à côté de Thèbes, mais dans un marécage toxique. Parce que voilà, la gorge rocheuse à Thèbes, ambiance boss de fin de niveau, c'est niette. À la base, l'hydre de Lerne se trouve dans les marais de Lerne. Jusque-là c'est logique, en Argolide, donc c'est très loin de Thèbes. C'est un endroit pestilentiel, empoisonné et maudit, par un simple décor de duel musclé. En fait, là il s'agit d'un cauchemar écosystémique.
Deuxième erreur, le mythe c'est un puzzle tactique, pas une baston de force brute. L'hydre c'est pas juste une bestiole géante avec un appétit de géant, c'est un monstre stratégique conçu pour punir la stupidité humaine. Elle a 9 têtes pas une et à chaque fois qu'on lui en coupe une, 2 repoussent. C'est pas Pokémon, hein, c'est un cauchemar logique. Elle est dotée en plus d'une haleine extrêmement toxique du sang acide et ses entrailles sont mortelles. Et donc spoiler, si vous vous faites gober par cette même hydre, exactement comme Hercule dans le film, bah c'est normalement un aller simple pour Hadès. Mais dans le film, encore une fois, Hercule se fait engloutir, puis ressort en lui coupant la tête en mode « Ouais, t'inquiète pas, j'ai pris ma bouche hebdomadaire, donc ça va mieux ». Alors que pourtant, ce même sang de l'hydre de l'herbe est censé être un poison mortel. Encore une fois, ça n'a aucun sens. Et troisième erreur, où se trouve Iolace ? En fait, Iolace, dans le mythe de Hercule, c'est le neveu, ou son écuyer éventuellement, selon les versions d'Hercule. Et ce même Iolace l'aide à se battre contre l'hydre, puisque pendant qu'Héraclès tranche les têtes de l'hydre, Iolace les brûle, afin d'empêcher la repousse. C'est la ruse et non pas la force qui permet la victoire. Sauf que dans le film, encore une fois, pas de sidekick, bon à part Philoctète, mais il sert pas à grand chose, pas un brasier non plus, il y a juste Hercule, ses muscles et une falaise qui tombe opportunément sur le monstre, comme si la géographie elle-même était fan du héros. Et donc Disney a transformé un chef-d'œuvre de coopération et d'intelligence en une baston de kaiju paresseuse, ce qui est un peu triste. Quatrième erreur, l'hydre est censée avoir une tête immortelle, mais elle a disparu du script, puisque le climax dans ce combat dans le mythe, c'est que l'une des têtes est immortelle. Même après les avoir toutes coupées, celle-là n'est pas censée mourir. Donc Héraclès la détache, puis la place sous un rocher, scellant sa victoire sans vraiment tuer la créature, ce qui donne une touche tragique et ambivalente à l'exploit. Sauf que dans le film, encore une fois, on oublie cette subtilité. On la décapite, on la fait tomber sous un éboulement et rideau. Plus simple, plus net, plus Disney, mais totalement à côté de la plaque. Et le plus important, et j'en ai déjà parlé avec la mort de Nessus, c'est que justement, Héraclès est censé utiliser ensuite le sang de l'hydre pour empoisonner ses flèches et devenir encore plus redoutable. C'est d'ailleurs un peu un leitmotiv chez Héraclès, puisque bien souvent lorsqu'il tue une créature, lorsqu'il tue un monstre, il en profite pour renforcer sa petite panoplie. On en parlera avec le lion de Némée, mais par exemple, là, Héraclès n'hésitera pas à utiliser la peau du lion de Némée comme une armure. Donc de la même manière là, il est censé utiliser le sang de l'hydre, mais voilà, encore une fois dans le film, pas un mot, pas une goutte de poison récoltée, le sang de l'hydre est absent, aux abonnés absent. Après vous me direz, bon c'est Disney, utiliser du sang pour empoisonner ses flèches, c'est un peu hardcore, mais que voulez-vous, voilà. Moi je vous parle du vrai mythe, après ce que vous en pensez, c'est vous que ça regarde, désolé. Et pour finir, dans la mythologie, la victoire sur l'hydre ne compte même pas comme un des 12 travaux en fait, parce qu'il me semble qu'il a été aidé justement par Iolace. Sauf que dans le film, c'est le combat qui le propulse au rang de superstar. Thèbes le célèbre, tout le monde le connaît, et c'est là que commence la fameuse séquence 0 à héros. Et donc voilà, dans cette fameuse chanson, les 12 travaux sont clairement devenus un espèce de diaporama de 10 secondes pour figurines articulées. Donc là, c'est un peu le moment bande-annonce du film, vous savez, cette scène de montage où Hercule devient une superstar, avec des figurines, des fresques animées et un jingle héroïque. Et donc à l'écran, on voit pas mal de trucs se succéder, des combats épiques, un bestiaire assez improbable et des coups de poing glorieux pour dégager tout ça. Sauf qu'en réalité, c'est un peu un condensé totalement absurde, où les 12 travaux d'Héraclès sont soit invisibles, soit tronqués, soit carrément inventés. Déjà, premier truc, et j'aurais pu en parler avant, mais autant en parler maintenant, dans le film on voit Hercule utiliser un glaive pour se battre, mais le Héraclès de base dans le mythe grec ne se bat jamais avec une épée. Soit il utilise un gourdin, soit il utilise son arc, soit il utilise ses mains nues, et c'est plus ou moins tout. Bon déjà, premier truc. Ensuite, dans la chanson, on voit donc Hercule se battre avec un peu tout et n'importe quoi, et on le voit déboîter le sanglier d'Érimante, il me semble, à coup de poing ou je sais pas quoi, bref. Et on le voit ensuite sur une espèce de gravure, le présenter un peu comme un sanglier grillé afin de le bouffer après. Sauf que dans le mythe, le sanglier d'Érimante, il fallait le capturer vivant, et le ramener en haut d'une montagne comme un gentil petit Pokémon sauvage. Sauf que dans le film, encore une fois, c'est un plan de 0,3 secondes, où il lui envoie une flèche sur donc une espèce de grosse bébête qui, selon toute vraisemblance, est le sanglier d'Érimante. Mais bon, voilà, je sais pas vraiment si on peut appeler ça un sanglier d'Érimante. Ensuite, on voit le lion de Némée, mais on le voit 10 secondes. Juste le temps pour Hercule de lui mettre une patate et lui botter les fesses. Sauf que dans le mythe, ce lion est invulnérable. Ses poils repoussent les lames, et Héraclès l'a tué à main nue en l'étranglant, puis s'est servi de ses propres griffes pour dépecer la bête et utiliser sa peau comme d'une armure. Et ce qui est vraiment bête dans le film, c'est que, alors que dans le mythe, Héraclès est censé toujours porter à partir de ce moment-là la peau du lion de Némée comme une armure, ça devient en fait un peu sa marque de fabrique, c'est le mec qui porte une peau de lion. Dans le film, c'est pas du tout le cas. Il portera juste après la séquence musicale la peau du lion de Némée, d'ailleurs grosse référence au roi lion parce que ce lion ressemble quand même pas mal à Scar. Du roi lion bien évidemment, mais à part durant ce moment-là, il ne la portera plus jamais. Encore une fois, c'était pas comme dans le mythe.
Ensuite, on revient à de 0 en héros. On voit pas mal de scènes de baston, dont une scène où Hercule semble combattre un espèce d'oiseau géant, probablement censé représenter les oiseaux du lac Stymphale. Mais dans le mythe, ce sont des volatiles mécaniques qui lancent des plumes tranchantes, et il les fait fuir avec des castagnettes divines offertes par Athéna, et pas à coups de tatane. Donc encore une fois, échec. Ensuite, le taureau crétois manque à l'appel, il a été complètement zappé, puisque le taureau Dominos, envoyé par Poséidon qu'Héraclès devait capturer vivant à Crète, a disparu, rayé du scénario. Pareil pour les cavales de Diomède, les juments mangeuses d'hommes de Diomède, ça dégage. Les écuries d'Augias, nettoyées du scénario. Après, il me semble que Phil en fait mention durant la fameuse scène où Hercule porte la peau du lion de Némée. D'ailleurs, pareil, Phil mentionnera la ceinture d'Hippolyte avec les Amazones, mais encore une fois, bon... Voilà, au lieu de la mentionner, ce serait sympa de la montrer, mais pourquoi pas. Les bœufs de Gérillon, morts en hors-champ, on les voit pas. Les pommes d'or du jardin des Hespérides, ça dégage. Et Cerbère, bon, on le verra à la toute fin du film. On en parlera peut-être plus tard, mais il apparaît 30 secondes vers la fin. Héraclès le dompte plus ou moins. Mais dans le mythe, c'est son dernier travail. Et c'est le seul qui implique de négocier avec Hadès. Il obtient sa permission et ne blesse pas Cerbère. D'ailleurs, il le ramène vivant, preuve qu'il est capable de vaincre la mort sans même la défier. Sauf que là, évidemment, on voit Héraclès dompter Cerbère sans même demander à Hadès, justement, c'est pour aller botter les fesses de Hadès. D'ailleurs, de la même manière, la biche au pied des reins, oublié aussi, au revoir, merci. Bon, et même les autres créatures que l'on voit un peu pêle-mêle dans ce clip, c'est du freestyle complet. On voit un griffon qui n'est pas dans les 12 travaux, on voit un gros oiseau random, on voit un minotaure alors que c'est Thésée qui l'a tué, pas Héraclès, et il y a même une scène qui semble évoquer Scylla, que seul Ulysse a affronté. Donc encore une fois, 0 sens sur 20. Bon allez, on abandonne maintenant 0 à héros, et on va rentrer dans la phase finale du film. Donc Hadès prépare son coup d'état, les planètes s'alignent comme dans un horoscope TikTok, et les titans seront libérés de leur prison du Tartare. Comme s'ils avaient juste fait un petit séjour à Fleury-Mérogis. Et là, en plein discours dramatique, à Mégara, Hadès lâche cette réplique, donc Pandore a eu sa boîte, les Troyens ont parié sur le mauvais cheval. Et évidemment, là j'ai eu un AVC mythologique, parce que, encore une fois, bon pour Pandore, admettons. Mais pour les Troyens qui ont parié sur le mauvais cheval, évidemment, alerte chronologie nukée, là, parce que non, évidemment, Héraclès est né plusieurs générations avant la guerre de Troie, j'en ai déjà parlé. Donc petit rappel de la timeline mythologique, d'abord c'est Prométhée, l'époque des Titans, ensuite c'est Pandore, l'époque post-Prométhée, ensuite c'est Héraclès avec la génération de Persée, de Thésée, avant Jason et bien avant Troie, ensuite Troie, époque d'Achille, Ulysse, Hector, avec un Zeus déjà vieux et un Olympe sur le déclin. Et donc, Hadès qui fait des blagues sur le cheval de Troie, c'est comme si Jules César faisait un jeu de mots sur la chute du mur de Berlin. Ça n'a clairement aucun sens. D'autant plus que Ulysse n'est même pas encore né. Alors même que Phil plus tôt avait prétendu avoir entraîné Ulysse, donc voilà. On est dans un monde où Héraclès, Achille, Persée, Ulysse et les Argonautes vivent tous en même temps, façon crossover Marvel. Clairement, il faut pas essayer de trouver une logique dans tout ça, ça n'a aucun sens. Bon, avance rapide, Zeus convainc Mégara de manipuler Hercule, Hercule tombe amoureux de Mégara, Philoctète comprend qu'il y a de l'arnaque, essaie de raisonner Hercule en disant effectivement que Mégara le manipule depuis le début, mais Hercule, évidemment, fou amoureux qu'il est de la belle Mégara, lui dit que elle est super, qu'elle est belle, qu'elle est gentille, et surtout que Mégara est plus belle qu'Aphrodite. Donc là voilà, là on va faire un petit arrêt sur image, parce que je vous le dis, dans la mythologie grecque, on ne compare pas n'importe qui à Aphrodite. Parce que clairement, dans pas mal de mythes, faire ça c'est signer son arrêt de mort. Dire qu'une mortelle est plus belle qu'Aphrodite, en général, bon, ça se passe assez mal, en tout cas dans la mythologie. Que ce soit Psyché, Cassandre, Hélène, Paris, tous ces mortels-là ont pris relativement cher. Donc le fait que Hercule dise tranquillement que Mégara est aussi belle qu'Aphrodite, bon, c'est complexe. Parce que soit il se fait foudroyer, soit il déclenche une guerre, soit il se fait transformer en crapaud, enfin, il faut qu'il y ait quelque chose. Bon, évidemment, il n'y a rien qui se passe, c'est ridicule, mais bon... Aussi, autre chose, bon je le dis comme ça, j'aurais pu le dire au début de la vidéo, je le dis maintenant, Hadès n'a ni son bidon, ni son casque d'invisibilité, ce qui est quand même un peu con, parce que c'est quand même deux trucs essentiels, de la manière dont Hadès est caractérisé. Déjà le bidon, qui n'est pas un trident, bien évidemment, c'est pas une fourche non plus, c'est donc une espèce de trident, sauf qu'il y a 2 dents au lieu de 3 dents, évidemment, voilà. C'est parce qu'il est censé représenter l'ordre dans la mort. Sauf que là, il a les mains dans les poches. Ça fait beaucoup moins divinité et plus directeur RH en fin de carrière. Et le casque d'invisibilité Ukune, encore une fois, là, c'est quelque chose qui lui a été offert par les Cyclopes. C'est un artefact majeur, utilisé notamment pour gagner la guerre contre les titans, puisque dans la titanomachie, Hadès utilise ce casque pour devenir invisible, infiltrer le camp adverse et saboter les bases ennemies de l'intérieur, mais dans le film, rien du tout. Et donc, Hadès manipule Hercule pour passer une espèce de contrat avec lui,
obligeant Hercule donc à lui céder ses pouvoirs pendant un jour. Sauf que, encore une fois, dans le mythe, ça n'arrive jamais. Héraclès n'a jamais perdu sa force. Même en pleine folie, même au bord de la mort, même empoisonné, c'est littéralement sa nature d'être surpuissant. C'est pas une bénédiction temporaire qu'il peut troquer contre une déclaration d'amour. C'est sa malédiction et sa rédemption en même temps. Mais bon, le plan de Hadès va jusqu'au bout, et il parvient effectivement à libérer les titans. Et là aussi, niveau logique, c'est une attraction de Disneyland Paris. Puisque les planètes s'alignent, le sol tremble, le Tartare s'ouvre et Hadès lâche ses monstres, en mode libérer les titans. Sauf qu'il y a un souci. Problème numéro 1, c'est pas des titans. Parce que là, vous le voyez, je pense que je vous montrerai en post-production, les titans du film sont donc un géant de lave, un géant de glace, un géant de pierre et un nuage furieux. Et aussi un cyclope avec un strabisme plus ou moins dangereux. Sauf que, dans la mythologie, les titans, c'est Chronos. C'est quand même le chef des titans, et en plus c'est le daron de Zeus, de Poséidon, d'Hadès, de Héra. Et en plus de ça, Océan, Japet, Hyperion, Thémis, Rhea, Mémosine. Ce sont des entités cosmiques, élémentaires au sens philosophique, pas des Pokémon enragés avec des super pouvoirs de météo. Et d'ailleurs, il n'y a pas de cyclope titan, les gars. D'ailleurs, les cyclopes, je tiens à le faire remarquer, je l'avais déjà dit en début de vidéo, ils sont à la base dans le camp de Zeus. Ce sont les cyclopes qui ont forgé les éclairs de Zeus, le trident de Poséidon et le casque d'Hadès. Donc encore une fois, le casting est totalement à la ramasse. Et il est même contre-narratif. Et justement, puisqu'on en parle, où est Chronos, en fait? Le chef des titans, le père de Zeus, celui qui a avalé ses enfants, celui qui a été détrôné par Zeus, celui qui est en principe censé être enfermé dans le Tartare, c'est le boss final. Le Thanos grec, le Dark Vador de l'Olympe, et il est absent. Pas une image, pas une mention, on le remplace par un cyclope à un œil et une tempête vivante. Et surtout, dans le mythe de base, Hadès n'aime pas les titans, il les a même combattus, je l'ai déjà dit plusieurs fois. Là, Disney s'enfonce dans sa propre contradiction. Hadès ne peut pas libérer les titans puisqu'il les a combattus, puisqu'il les déteste. Il a fait équipe avec Zeus et Poséidon, ses deux frangins, pour les enfermer dans le Tartare avec les hécatonchires comme geôliers, et c'est pas des géants élémentaires en CGI, les amis. Ensuite, on voit Hercule déboîter les titans. Ça n'a aucun sens puisque Hercule, dans le mythe grec, n'a jamais combattu les titans. Par contre, il a combattu les géants pour sauver l'Olympe, mais ça, c'est toute autre chose. Et donc, on arrive au climax du film avec Hercule qui descend aux enfers afin de sauver Meg. Donc Mégara est morte, enfin morte entre guillemets, Hadès jubile, la rivière du Styx se gargouille et Hercule va faire ce qu'aucun mortel n'est censé pouvoir faire, sauter dans les enfers à main nue pour sauver sa meuf. C'est beau, c'est courageux, c'est romantique, mais c'est surtout n'importe quoi. Parce qu'une fois encore, au risque de me répéter, dans le mythe, Héraclès descend vivant aux enfers, c'est même un de ses 12 travaux. Ramener Cerbère à la surface, c'est son dernier travail d'ailleurs. Mais il ne le fait pas pour l'amour, hein, pas pour Mégara et pas pour un bisou magique. Il y va parce que c'est une mission de pénitence imposée par l'oracle de Delphes, j'en ai déjà dit. Et la seule fois où il revient des enfers avec quelqu'un, c'est pour la femme d'un autre, c'est-à-dire Alceste, l'épouse du roi Admète, un bon pote à lui. Et il ne plonge pas dans le Styx comme un acteur d'Interstellar sans combinaison, il négocie plutôt avec Hadès, ou dans certaines versions, il menace un peu, mais ça reste politique, hein, c'est pas une scène d'action. Et donc, Hercule saute dans le Styx pour sauver l'âme de Mégara, la corde du destin se raccourcit et là, miracle, il devient une divinité. Mais dans la mythologie, le Styx est un fleuve d'invulnérabilité. C'est dedans d'ailleurs que Thétis, la mère de Achille, trempera son enfant. Évidemment, elle trempera par les talons, hein, on connaît les bails. Et ce Styx ne te vide pas de ton énergie vitale, il te rend au contraire indestructible. Et à moins que Disney ait confondu le Styx avec la batterie de ton téléphone, c'est juste une inversion totale du mythe. Et donc, Hercule parvient à sauver Mégara, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, puisque Hercule refuse l'ascension divine afin de rester avec Mégara sur Terre. Sauf que, je l'ai déjà dit, Mégara est morte au début du mythe à la base. Il ne la revoit jamais, il devient une divinité et en épouse une autre. Il ne renonce pas à l'Olympe, d'ailleurs c'est le seul endroit où il trouve la paix, après une vie de souffrance, de trahison, de folie et de violence. Et donc le film se termine sur un faux message en mode « l'amour est plus fort que la divinité », alors que dans le mythe c'est plutôt « t'as beau être le plus grand des héros, tu souffriras quand même comme un chien », en fait. Donc c'est pas sexy, c'est pas vendeur, comme dirait un certain youtubeur, mais c'est beaucoup plus humain et j'ai envie de dire, oui. Oui. Alors voilà, en espérant que la vidéo vous ait plu, dites-moi dans les commentaires s'il y a d'autres incohérences ou d'autres erreurs vis-à-vis du mythe de base de Héraclès. Likez la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me dire s'il y a d'autres films sur lesquels effectivement je pourrais dupliquer ce concept. Likez la vidéo si elle vous a plu. Abonnez-vous pour encourager la chaîne. Prenez soin de vous et à la prochaine.